Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je consacre une vidéo dédiée au dieu Hermès, à tout de suite. Alors ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur Hermès que j'osais pas trop me lancer parce que je me suis dit que j'allais oublier des choses, que peut-être que j'allais toujours en apprendre sur lui, sur son histoire, comment est-ce qu'on l'utilise au quotidien, etc. Mais tant pis, je me lance parce que on est là dans la période plus ou moins où on est censé célébrer le dieu Hermès, tout simplement parce que normalement dans la tradition, on le célèbre entre le 11e et le 13e jour du mois d'Anstérion. Le mois d'Anstérion, c'est alors je sais plus trop, le 8e ou le 9e mois, je crois, dans le calendrier grec. Donc logiquement, on le célèbre fin février. Quoi qu'il en soit, c'est fin de l'hiver, au moment où les Grecs célèbrent également la période des morts. Donc je crois qu'on vient tout juste de passer cette période-là. Donc je pense que c'est pour ça que je me sens encore plus proche comme ça de ce dieu que d'habitude en ce moment. Donc voilà, Hermès, si tu l'as pas compris, c'est un de mes chouchous parce qu'il correspond à plein de choses dans ma vie. Alors déjà de par mon métier, on va voir que c'est vraiment un dieu auquel je peux me raccrocher, on va dire, dans le métier que j'exerce, au quotidien. Et puis bah voilà, j'aime beaucoup sa personnalité, même si on va le voir, il est très farceur. Mais voilà, cette vidéo elle a pour but de lui faire un hommage, une sorte d'hommage, un temps dédié, un temps qu'on lui consacre. Ça va te permettre d'en apprendre un petit peu plus sur son histoire à travers la mythologie grecque, et puis bah également apprendre à, à faire appel à lui. Dans quel contexte est-ce qu'on peut faire appel à Hermès? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? On va essayer de tirer les cartes aussi autour de sa personnalité et de ce qui peut nous en quoi il peut nous aider, dans quelles compétences est-ce qu'il peut nous amener également. Donc voilà, let's go. Donc ici, je t'ai mis pas mal quand même de cartes de mes jeux qui représentent justement le dieu Hermès. Donc évidemment, il y a beaucoup de jeux de Robert M. Place, il représente quasiment toujours la carte du magicien par le dieu Hermès. Alors on sait pas trop si c'est réellement Hermès. Je pense que oui, mais il y a peut-être un mélange de Hermès de la mythologie grecque, mais également de Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste, en fait, c'est un mélange du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth, qui serait en fait à l'origine du tarot et qui est l'un des piliers de l'occultisme et de l'alchimie. Donc on ne sait pas trop si c'est pour ça qu'il a appelé sa maison d'édition Hermès pour la création de ses jeux. Je pense que c'est un mélange des deux. C'est surtout parce il a des croyances alchimiques très présentes, Robert M. Place. Mais c'est vrai que physiquement, on est quand même dans la représentation de la mythologie grecque de Hermès. Donc, est-ce que c'est parce que c'est plus populaire aux yeux des gens, ou est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il se représente le magicien? Je ne sais pas trop. J'ai pas encore terminé tous les ouvrages de Robert M. Place, mais en tout cas, je suis ravie à chaque fois de découvrir Hermès dans la carte du magicien. On le découvre aussi sous la carte du cavalier dans son petit Lenormand qu'il a fait avec Rachel Pollack ici. Et puis bah, le dos, le dos du petit Lenormand, il est également représenté par Hermès. Donc ce que j'aime bien avec Hermès déjà, c'est qu'il est facilement reconnaissable. Je te parlerai un petit peu des objets auxquels il est associé juste après, mais c'est vrai qu'on le reconnaît assez facilement dans les représentations. Donc je vais d'abord commencer peut-être par te raconter son histoire, parce que c'est vrai il a une histoire assez fascinante, Hermès, assez drôle aussi. Donc j'ai pris mes petites notes pour essayer de rien oublier, mais je vais pas non plus lire mot à mot ce que je m'étais noté. Donc je vais essayer de me rappeler de tout et surtout de faire simple, parce que dans la mythologie grecque, on peut vite s'éparpiller et partir dans tous les sens. Donc Hermès, qui est-il? Il est un dieu né de l'union de Zeus et de la nymphe Maïa, qui fait partie des Pléiades. Il est connu, Hermès, pour être le dieu des voleurs, mais aussi le dieu des messagers,
le dieu du commerce, des commerçants, de la parole. Il est une sorte de roublard, un fripon comme on aime le dire, un menteur parfois parce qu'il aime duper. Mais au-delà de ces aspects un petit peu plus nuancés, il est un dieu très intelligent, très rapide, très malin. Il est né au mont Silène et très petit, dès la naissance, il va déjà être précoce. Pourquoi? Parce que dès le premier jour, il va savoir parler et marcher. Alors oui, c'est un dieu, mais ça reste quand même exceptionnel, hein. Donc il vit avec sa mère dans une grotte et alors qu'il vient à peine de naître, Hermès il va quitter la grotte pour aller visiter les alentours et en visitant ce qu'il y a autour de cette grotte, il va tomber sur le troupeau de génisses d'Apollon. Donc Apollon, il est censé surveiller le troupeau, et bon, on ne sait pas trop ce qu'il fait, si c'est par mégarde, ou s'il s'absente, bref, Hermès, il est tenté parce que le troupeau, il est là tout seul, il est obligé de faire un petit coup de Trafalgar à Apollon pour un petit peu se moquer de lui. Donc il décide de voler le troupeau tout entier, et donc le plus difficile, là pour lui, ça va être de ne laisser aucune preuve. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire pour pas laisser de traces? En fait, il décide de se mettre comme des feuilles aux pieds, comme ça, quand il va marcher, il va pas laisser d'empreintes de pas, etc. Et avec le troupeau, il va ordonner en fait au troupeau de marcher, mais à reculons, pour éviter qu'Apollon découvre d'où vient le voleur, où s'est déplacé le troupeau, etc. Parce qu'il aura tendance à aller dans la mauvaise direction. Donc, au bout d'un moment, voilà, Hermès, c'est bien beau, il a fait sa petite bêtise, etc. Il se marre bien, mais il s'ennuie facilement. Il passe vite à autre chose. Donc en fait, il va créer son premier objet, j'ai envie de dire. Et cet objet, c'est la lyre. Et donc comment il va créer la lyre? Il va trouver une tortue et il décide de vider la carapace de tortue pour utiliser en fait uniquement la carapace, et il va utiliser deux génisses en sacrifice et il va utiliser leurs entrailles pour les combiner avec la carapace de tortue et ainsi créer la lyre. Donc la lyre, hein, je pense que tu sais ce que c'est ce fameux instrument de musique à cordes qui est notamment utilisé par Apollon. Donc pourquoi? Comment cet instrument en arrive aux mains d'Apollon? Tout simplement parce que Hermès il va se faire griller hein, quand même. Il a beau être malin, bon c'est qu'un bébé. Apollon il est pas dupe non plus, donc il va se douter que c'est Hermès qui lui a fait ce mauvais coup. Et donc pour apaiser un petit peu la colère comme ça d'Apollon et pour se faire pardonner, Hermès il va du coup lui offrir la lyre. Tu vois, il est malin hein, parce que il arrive déjà à retourner un petit peu le cerveau en étant utile en fait aux dieux. Donc il montre ici déjà comment il peut les aider, comment les dieux peuvent plus ou moins devenir un petit peu dépendants de lui et de ses créations. Donc déjà là on voit qu'on est pas mal dans l'énergie du magicien, parce que le magicien, oui, il a tendance comme ça à être un petit peu roublard, mais il est tellement amusant, il est tellement surprenant par ce qu'il fait qu'on lui pardonne vite en fait. Donc au-delà de son intelligence et de sa créativité, Hermès il a quand même un sacré culot, hein, parce que lorsqu'il vole le troupeau d'Apollon, il va sacrifier en fait des génisses et il va les couper en fait en 12 morceaux. Donc Apollon, quand il va aller se plaindre à Zeus, Zeus va lui demander à Hermès pourquoi il a fait ça, il faut qu'il se justifie. Et donc il précise Hermès que s'il a fait ça, c'était pour faire comme une offrande au dieu de l'Olympe. Alors Zeus lui répond, il y a un truc qui coince parce que nous on est 11 dieux à l'Olympe et toi tu me dis que tu les as coupés en 12. Donc arrête de mentir et dis-moi pourquoi tu as fait ça. Et bien Hermès, avec tout le culot qu'il a, il va dire que non, il a bien divisé, couper les génisses en 12 morceaux pour les 11 dieux de l'Olympe et que le 12e, ce n'est autre que lui. Et donc face à autant de bagou, de culot, et aussi parce qu'il le fait rire, hein, il faut pas se le cacher, Zeus, c'est comme ça qu'il va accepter Hermès au mont Olympe, et donc il va sortir de sa grotte pour aller rejoindre les 11 dieux qui sont déjà présents au sein de l'Olympe. Donc il a un peu volé sa place, hein, donc est-ce que c'est comme ça que démarre sa réputation de voleur, avec le vol du troupeau et le fait d'avoir un peu volé sa place à l'Olympe? Je ne sais pas trop, mais moi ça m'a bien fait rire.
Et donc l'arrivée d'Hermès au sein de l'Olympe, ça va bien arranger les affaires de Zeus, hein, parce que Zeus, si tu le connais un petit peu, c'est un petit coureur de jupons, et malgré le fait qu'il soit marié à Héra, il a tendance à aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, pour aller s'inspirer, en fait, acquérir des compétences grâce à ses maîtresses, grâce aux liaisons extra-conjugales qu'il a. Et Hermès, comme je le disais, ça va bien arranger ses affaires, parce que il va vraiment utiliser l'intelligence d'Hermès et les plans qu'il arrive à élaborer pour cacher un petit peu toutes les tromperies auprès d'Héra, qui est quand même assez intelligente et qui découvre facilement les maîtresses de Zeus, mais il va également utiliser Hermès pour parfois duper un petit peu les femmes qu'il souhaite utiliser pour des liaisons extra-conjugales, parce que des fois il va voir des femmes mariées et il va notamment aller voir Alcmène, je sais pas trop comment ça se prononce, mais en fait, il a envie d'avoir un petit bis-bis avec elle, sauf qu'elle est mariée, donc elle se refuse à lui. Eh bien, Hermès, il va en fait stopper, il va ordonner à, à Hélios de retarder un petit peu la course du soleil, et donc Zeus, en prenant l'apparence du mari de Alcmène, il va profiter d'elle durant 3 nuits, parce que en fait le soleil ne se lève plus pendant 3 nuits, mais elle va se donner à lui comme ça pendant 3 nuits sans savoir que c'est Zeus. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, et en fait, Hermès, il est très utile du coup pour Zeus. Il a l'intelligence de se rendre utile, peut-être aussi pour faire passer un petit peu les bêtises qu'il fait. Donc, au bout d'un moment, c'est bien beau tout ça, mais Hermès, ça le satisfait pas, ça remplit pas son quotidien, son planning. Et un enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il s'ennuie? Parce que Hermès, il est un grand enfant. Eh bien, il fait des bêtises. Donc, au bout d'un moment, je sais plus il s'amuse à voler des accessoires aux dieux, etc. Donc Zeus, il en a marre d'avoir les plaintes des uns et des autres. Il va désigner du coup Hermès comme étant le messager des dieux. Donc le messager des dieux, mais également le messager du coup entre les mondes, puisque pour aller apporter un message à Hadès qui se trouve dans les enfers, ou à Poséidon qui se trouve dans les océans, eh bien Hermès, il va devoir comme ça voyager entre la terre, les enfers et les océans. Donc il va lui donner le fameux caducée, ce que tu trouves ici dans sa main. Donc moi, il a un petit peu cassé parce que mon fils, il adore jouer avec Hermès, et du coup il a un peu cassé son caducée, mais normalement ça se termine comme ça. Voilà. Et pour également voyager plus vite, il va lui donner ses sandales comme ça ailées et son casque ailé, ce qui fait que c'est un dieu très rapide pour comme ça transmettre des messages de façon assez efficace. Et donc justement, ce caducée, en fait, il est représenté, donc c'est un bâton ailé, hein, les ailes, parce que comme ça vient compléter un petit peu sa panoplie de dieux pour aller plus vite et pour se déplacer entre les mondes. Et donc il est enroulé, ce bâton, de 2 serpents. Et en fait, on dit que ces serpents, il y en a un qui représente l'Olympe et la vie, et l'autre va représenter les enfers et la mort. Donc du coup, c'est comme ça qu'il devient ce messager des mondes, et c'est pour cette raison également qu'il va commencer à être vénéré par les commerçants qui voyagent beaucoup pour vendre ou acheter leurs marchandises, etc. Hein, n'oublions pas qu'à l'époque, tout se faisait par les routes, et après par bateau aussi, donc plus c'était long, plus on perdait d'argent, etc. Et donc il va commencer comme ça à être utilisé, à être vénéré pour les transactions, pour les voyages, pour les routes, et il a la capacité du coup de contrôler comme ça, Hermès, les routes du monde entier, de par le rôle que lui inculque Zeus. Et donc dans une époque où le commerce fait vivre beaucoup d'habitants, beaucoup d'hommes, il va comme ça, Hermès, être vénéré très rapidement. Et il y aura aussi sur les routes ce qu'on appelle des Hermès, des pierres d'Hermès. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des pierres sur lesquelles vont figurer des routes, des itinéraires, des noms de villes, etc.
Donc c'est comme ça que après il y aura par la suite la naissance, bien plus tard, des panneaux directionnels, etc., etc. Donc lui, il est à l'origine de tout ça. Hermès, on l'a vu aussi, hein, c'est un très bon orateur parce qu'il arrive facilement à rebondir quand il se fait avoir. Il arrive facilement à mentir pour cacher un petit peu ses plans. Hein, il est vraiment, il est un peu égoïste, hein, Hermès, parce qu'il pense à lui avant tout. Mais malgré tout, il est très bienveillant envers les hommes et c'est pour ça qu'il va être très vite adoré par les humains. Et en fait, il arrive à séduire par son intelligence. Il a, tu sais, il est ce genre de personne charismatique, qu'on se dit, oui, il est pas très beau, mais il a du charme. Et bien, Hermès, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y a même la déesse de la beauté, hein, Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour, qui va succomber au charme d'Hermès, parce que Aphrodite, je ferai une vidéo aussi, hein, consacrée à Aphrodite, mais elle a une relation extra-conjugale avec Arès, donc elle trompe son mari qui est Héphaïstos, sauf qu'Héphaïstos les a grillés. Donc il va concevoir une sorte de filet pour les prendre au piège, elle et son amant. Et au moment où ils sont pris au piège, Héphaïstos va appeler tous les dieux de l'Olympe pour faire constater l'adultère qu'il a subi. Et donc, voilà, il y a Hermès, il y a Apollon, il y a Zeus, il y a tout le monde. Et puis Apollon, qui est également, hein, un amant d'Aphrodite, il va dire à Hermès, avoue, t'aimerais bien être à la place d'Arès. Et Hermès, il avoue que oui, bien évidemment, vu la beauté d'Aphrodite, il aimerait être à la place d'Arès. Ça va pas tomber dans l'oreille d'une sourde puisque Aphrodite, avant d'être bannie de l'Olympe, va se donner à Hermès et ensemble, du coup, ils vont avoir un enfant et cet enfant, c'est Hermaphrodite. Donc, Hermaphrodite, c'est cet enfant qui est ni homme ni femme. Et d'où le mot, hein, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Et après, il va également avoir un autre enfant qui est assez connu et qui est Pan. Et Pan, alors je crois qu'il a Pan avec Dryope, je sais pas comment ça se prononce, ou avec une nymphe. Il y a plusieurs versions, hein, dans la mythologie grecque, mais Pan, c'est quand même un personnage de la mythologie qui est également bien connu. Pour ça, laideur, oui, on dit qu'il est laid. En fait, il est mi-homme, mi-bouc. Mais voilà, c'est un dieu de la nature, etc., qui est assez connu. Donc, voilà pour l'histoire principale qui tourne autour d'Hermès, pardon. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que là, tu as l'axe principal de pourquoi il est devenu le dieu des voleurs, pourquoi il est connu pour sa rapidité, pour sa capacité à voyager rapidement. Pour ses qualités d'orateur, etc. Voilà pour la majeure partie de son histoire. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir, aujourd'hui, dans une époque en fait moderne, où le commerce n'est plus forcément l'un des métiers principaux de notre époque, que pourrait représenter Hermès? Je veux dire, oui, le commerce, c'est encore un métier qui existe, etc. Mais pour moi, en fait, Hermès, c'est clairement le dieu qui a le plus évolué à travers les années, à travers le temps, tout simplement parce que aujourd'hui, pour moi, Hermès, au-delà de la communication, du commerce, des routes, du voyage, etc., etc., il va déjà représenter Internet. Et oui, parce que Hermès, il représente aussi, par son côté inventeur, ingénieux, créateur, il va représenter comme ça toutes les machines qui permettent de communiquer, les téléphones portables, les mails, les réseaux. Donc il va comme ça représenter pour moi Internet, cette toile de connaissances et de réseaux. Il va également représenter les réseaux sociaux, la technologie, l'argent, même s'il représentait déjà l'argent. L'argent, c'est toujours quelque chose, un domaine très présent dans notre époque. Il représente aussi les qualités d'orateur, donc il va représenter comme ça tout ce qui est politique aussi un petit peu, les discours qui font vendre, les influenceurs par exemple. Donc tu vois, c'est pour ça que je trouve que Hermès, c'est clairement le dieu
qui a le plus évolué, selon moi, tout simplement parce qu'il représente les moyens de communication et que ces moyens de communication ont énormément évolué par rapport à l'époque de la mythologie grecque. Et il va représenter également la technologie et donc enfin les inventions. Donc ça, la technologie, c'est aussi quelque chose qui est sans cesse en évolution et en très très grande évolution depuis ces 20 dernières années, on va dire, avec 20-30 dernières années, pardon, avec l'émergence des réseaux sociaux, des nouveaux moyens de communication, d'internet qui évolue sans cesse, etc., etc. Donc là où je veux en venir, c'est pour moi, Hermès, il va représenter en grande partie, parce qu'il n'est pas tout seul, mais il va représenter en grande partie mon métier. Pourquoi? Parce que je suis responsable d'un service paye. Donc déjà, je gère de l'argent que je distribue aux gens. Voilà. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il est quand même assez présent dans mon job. Mais au-delà d'avoir la responsabilité d'un service paye, j'ai également la responsabilité du développement des outils RH, donc tout ce qui va être le SIRH, donc le moyen de communiquer avec les salariés, de faire évoluer comme ça nos pratiques RH. Donc il y a beaucoup de manipulation de logiciels, de communication auprès des salariés, d'évolution des outils dans le sens de sans cesse améliorer nos process, etc. Donc il y a un côté comme ça très créateur, enfin se remettre en question sur nos outils, etc. qui est très vibe Hermès, je trouve. Et on est comme ça aussi en RH, hein. Je sais que c'est pas forcément un des métiers qui sont appréciés parfois par les salariés. Pourtant, on oublie souvent que le H signifie humain, donc on gère de l'humain aussi. Et donc, même si on représente un petit peu la direction, il y a cet entre-deux, comme peut l'être Hermès finalement, de voyage entre les mondes, d'être celui qui fait passer le message. Alors je vais faire une métaphore très grossière, hein, mais on passe les messages de la direction, comme Hermès a pu faire passer les messages des dieux. Même si attention, je n'essaie pas de comparer une direction à un dieu, hein, attention, pas d'amalgame. Mais tu vois, c'est quand même comme ça, il y a ce côté, j'ai le message, c'est le message que je fais passer aux salariés parce que je suis l'intermédiaire, le salarié hashtag les hommes, hein, les humains. Donc j'y retrouve comme ça cet aspect très symbolique d'Hermès, même si j'y ajoute, attention, Athéna. Pourquoi Athéna? Parce que Athéna, c'est aussi la déesse, on va dire, c'est celle qui est gardienne un petit peu, pas des lois, mais du respect des choses, etc. Et pour moi, c'est très Athéna, ça, le fait d'être comme ça, celle qui essaye de faire respecter les choses tout en étant à l'écoute des gens, de leurs besoins, etc., tout en étant dans la bienveillance, pas dans le conflit, tu vois, elle essaye toujours de résoudre les choses sans forcément qu'il y ait de conflit. Et de par mon poste de manager aussi, c'est dans Athéna que je me retrouve pas mal. Donc voilà, c'est un mélange comme ça d'Hermès et Athéna qui sont très présents dans mon métier, et c'est pour ça que ça fait partie de mes dieux grecs favoris, avec lesquels j'aime bien travailler. Puis après, c'est vrai que j'ai pas forcément cité l'intelligence artificielle aussi. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est très Hermès, hein, parce que déjà, ça fait partie des outils de la technologie moderne, on va dire. Et puis, ça recense. Et alors, même si on a tous nos a priori sur l'intelligence artificielle, hein, bien évidemment, mais c'est un moyen d'avoir des informations rapidement quand on cherche quelque chose, etc. Même si, bon, il n'y a pas toujours que du vrai dans les IA, donc bien veiller à être méfiant. Mais voilà, l'IA, c'est un exemple de technologie moderne qui fait partie et qui représente très bien Hermès. Puis après, bien évidemment, hein, attention, il n'y a pas que du positif, puisque notamment chez les yeux grecs, qui sont pas du tout idéalisés parce que ils sont présents avec leurs grandes qualités, mais aussi avec leurs grands défauts. Et c'est ce qui les rend attachants, je trouve, ces dieux grecs, c'est qu'ils ont des défauts qui pourraient être comparés aux hommes, finalement. Et donc, dans son côté un petit peu plus sombre,
Hermès, il va représenter les fake news, tout ce qui est arnaque financière, l'addiction aux écrans, l'hyperstimulation mentale qu'on peut retrouver aujourd'hui avec les réseaux tels que TikTok où il faut aller vite, etc. Dans la recherche d'informations. Il va représenter la manipulation aussi par les réseaux, les choses comme ça. Donc forcément, il a ses côtés positifs, comme j'ai pu les citer juste avant, mais il a aussi ses versants négatifs. Mais voilà, à mon sens, pardon, ça en fait un dieu assez puissant parce que en fait, sans s'en rendre compte, sans faire appel à lui, Hermès aujourd'hui, il est présent dans la vie de tout le monde. Qui aujourd'hui n'a pas de téléphone? Qui aujourd'hui n'a pas de messagerie instantanée? Qui aujourd'hui n'utilise pas la voiture, qui est aussi un moyen comme ça de se déplacer beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc tu vois, en fait, il est quand même présent dans nos vies, sans qu'on se rende compte réellement de sa présence. Après voilà, chacun ses analogies, mais à mon sens, il est présent dans la vie de chacun. Et quand j'ai commencé à vraiment prendre conscience de ça, dans mon quotidien, dans la vie de tous les jours, je veux dire, mais également dans mon travail, eh bien c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à lui et puis à ce qu'il pouvait m'apporter. De toute manière, c'est de là aussi que viennent les travaux de l'hermétisme. En fait, le mot hermétisme vient du dieu Hermès. Et donc l'hermétisme, qu'est-ce que c'est? C'est un courant de pensée spirituelle et philosophique qui repose en fait sur l'idée que le monde, l'univers est un ensemble qui est vivant et interconnecté, que tout ce qui existe est lié par des correspondances comme ça invisibles, et que comprendre ces correspondances permet de transformer la réalité, mais également soi-même, la vision qu'on a de soi-même, etc. Donc cette vision du monde qu'on a comme ça, euh, elle est fondée en fait sur la connaissance qui est cachée, la transformation intérieure, donc la transformation de soi, l'unité aussi entre la matière et l'esprit, et la médiation entre ce qui est visible et invisible. Donc l'hermétisme, c'est une philosophie de relation et de la transformation, et c'est principalement ce courant-là, je crois, qui est utilisé dans les travaux de Robert M. Place à travers l'alchimie, etc. Donc si je devais résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, on pourrait dire que Hermès, du coup, lui, le Hermès grec, c'est le messager et le médiateur entre les mondes, etc. Hermès Trismégiste, c'est la fusion de Hermès et du dieu Thoth, qui est à l'origine du tarot, etc., qui ont fusionné et qui est comme le transmetteur de ce savoir philosophique, cosmique, on peut dire. L'hermétisme, ça c'est la philosophie de la transformation par la connaissance des correspondances, c'est ce qui allie la matière et le savoir. Et l'alchimie, c'est la pratique symbolique de cette transformation, de l'hermétisme, etc. Donc c'est principalement pour ça, j'imagine, que Robert M. Place a baptisé sa maison d'édition Hermès Édition. Et d'ailleurs, je t'ai pas mis une carte de ce tarot dans laquelle Hermès est également représenté par la carte du magicien. Alors il faut que je la retrouve. Alors, je suis désolée, j'ai pas pensé à la sortir avant. Mais c'est une carte que j'aime beaucoup aussi de lui. Hop. Bien sûr, il va se cacher jusqu'au bout. Voilà, il est là. Donc voilà, Hermès, quand je te dis qu'il est facilement reconnaissable avec son pétase ici, c'est son chapeau et ses sandales ailées. Donc il est représenté ici comme le psychopompe. Un psychopompe, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui accompagne les âmes, qui les aide à passer en fait dans l'autre monde. Donc il est très bien représenté ici avec ce terme-là. C'est vrai que j'aurais pu ajouter cette carte ici. Hop, voilà. Donc après, ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que Hermès, si vraiment je devais le comparer à un saint, est-ce que ça serait pas Saint Expédite finalement?
Je pense que ça serait Saint-Expédite si vraiment je devais le comparer à un saint. Et après, dans la mythologie romaine, il est représenté, enfin son homologue, on va dire, c'est Mercure. Voilà, c'est le dieu Mercure, donc qu'on peut rattacher à la planète du coup Mercure. Et Mercure, on sait que c'est aussi ça, c'est les outils technologiques, c'est les moyens de communication, c'est le trafic, c'est le temps, enfin, tu vois. Donc il a vraiment les mêmes comme ça analogies, etc. Et donc si par exemple tu veux consacrer un jour à Hermès, du coup, ça serait le mercredi, jour de Mercure. Donc voilà. Si vraiment je devais y mettre quelques analogies, ça serait celle-là. Ensuite, du coup, si vraiment je devais lui associer un signe astrologique tropical, ça serait plutôt le signe des Gémeaux. Pourquoi? Parce que le signe des Gémeaux va représenter la communication, il va représenter aussi cette jeunesse qui anime un petit peu Hermès. Dans le tarot, si je devais lui associer des cartes, ça serait bien évidemment le magicien. Mais après, il y a aussi quelque chose très 3 de bâton pour le côté, on va dire, visionnaire des choses. Le 8 de bâton pour la rapidité. Après, tout ce qui est les valets aussi, parce que les valets, c'est également la jeunesse, c'est la curiosité, c'est la capacité comme ça à intégrer des choses rapidement, je trouve. Combien de fois je suis épatée par la rapidité d'apprentissage de mon fils, des enfants. C'est quand même incroyable tout ce qu'ils arrivent à retenir en si peu de temps finalement. Il y a quelque chose de peut-être un peu cavalier, mais c'est vrai que j'y associe quand même plus les valets, notamment valet d'épée, cavalier d'épée, peut-être un peu plus si je devais donner des suites. Après, à quels animaux il est associé? Aux tortues, de par son invention de la lyre. Le coq aussi, mais j'ai plus en tête le mythe, mais je sais qu'il est également représenté par le coq. Euh, et puis après, si jamais tu veux lui faire des offrandes à Hermès, ça va être tout ce qui est argent, donc des pièces de monnaie, de l'argent, des billets, des choses comme ça. Tout ce qui est en rapport avec l'écriture, le stylo, les choses comme ça, les moyens de communication. Alors je te dis pas de, de mettre ton téléphone à côté d'Hermès, mais voilà. Et donc après, tu peux faire appel à lui, comme je te le disais. Si tu dois vendre quelque chose, si tu dois te vendre en entretien, si tu as besoin de d'intervenir par rapport à ton éloquence, des choses comme ça, donc les entretiens d'embauche, les entretiens annuels avec ton manager, si tu dois faire une présentation d'un projet, des choses comme ça, lui il va pouvoir t'aider à avoir confiance dans ton discours par exemple, à communiquer avec assurance. Et puis parfois quand on va te poser des questions pour un petit peu te piéger, lui il va t'apporter cette assurance de oser dire quelque chose, même si c'est parfois même si c'est pour inventer, tu vois, mais tu vas réussir grâce à lui à convaincre par la persuasion, par le fait d'être sûr de toi, etc., etc. Lui, il est très fort pour ça. Si jamais tu es amené à voyager aussi, à utiliser les transports en commun ou alors utiliser ta voiture personnelle, etc., lui, il va t'aider pour veiller à ce que tout se passe correctement, sans embûches, sans accident, etc. Après voilà, attention, ça reste des croyances, voilà. Donc voilà pour les analogies d'Hermès. Maintenant, ce qui va être intéressant d'aller voir, c'est de lui poser des questions avec nos cartes pour aller voir un petit peu quels aspects il va nous montrer de lui. Et c'est vrai que j'ai pas cité le 7 de coupe, mais le 7 de coupe, c'est une carte que je ramène beaucoup aussi au réseau, à la toile internet, à tout ce qui peut être comme ça je sais pas comment appeler ça, mais persécuteur des réseaux, etc. Tu vois, donc dans son côté peut-être un peu plus sombre, je dirais un 7 de coupe qui est mal aspecté aussi. Alors donc dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, c'est aller sonder un petit peu la personnalité d'Hermès au-delà de ce qu'on connaît de lui. Et donc il y a deux jeux là
qui ont envie de travailler sur Hermès, c'est ces deux-là, deux jeux de tarot. Alors c'est pas du tout dans mes habitudes de combiner des jeux de tarot, mais écoute, c'est ceux-là qui ont voulu venir travailler un petit peu. Je les connais pas énormément, ces jeux, à vrai dire, et pour tout avouer, parce que lui, il vient d'arriver dans ma collection, et lui, ça fait 2 mois, mais je l'ai pas encore beaucoup utilisé. Et donc, ce sont deux jeux de Marseille. Ah, celui-là, est-ce qu'on le considère comme un tarot de Marseille ou pas? Pas vraiment, en fait, hein. Non, pas vraiment. Mais il a une vibe un peu Marseille, je trouve. C'est ça qui est... Peut-être parce qu'il est très solennel comme ça. Donc, Marseille Rider-Waite, jeu sur l'hermétisme, hein, du coup. Et ça, c'est un jeu sur les divinités grecques, enfin, normalement plus les titans. Les arcanes majeures, en fait, sont représentés par les titans. Les titans, c'est ceux qui arrivent juste avant les dieux, enfin, juste avant la génération Zeus, etc. Alors, donc, première question, pour sonder un petit peu la personnalité d'Hermès, ça va être, quelle est ta plus grande qualité? J'ai envie de lui demander, quelle est ta plus grande qualité? Désolée, hein, je vais préparer mes jeux correctement. Hop, voilà. Et toi? Voilà, ce sont deux jeux très maniables, hein, mais assez complexes, j'ai envie de dire. Ça lui va bien, Hermès. La complexité, je pense qu'il aime ça. Il aime rendre les choses complexes plus lisibles. Alors, quelle est ta plus grande qualité? Quelle est ta plus grande qualité? En fait, je pense que je vais tirer une carte de chaque à chaque fois. Voilà, donc c'est celle-ci qui a voulu venir. Oh! Quelle est ta plus grande qualité, Hermès? La plus grande qualité d'Hermès. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On est sur deux arcanes majeures, déjà. Rien que ça. Alors déjà ici, moi ce que je comprends, c'est avec l'impératrice qu'Hermès a une intelligence créative et fertile. C'est surtout ça, hein, l'impératrice, c'est celle qui a des idées florissantes. Il y a une capacité aussi à communiquer et à comprendre l'univers d'une manière différente des autres. C'est naturel chez lui de d'avoir euh, un regard, je sais pas trop comment dire ça, mais le regard qui sait trouver une utilité à toute chose et à toute personne. Il ne rejette personne, euh, aussi insignifiante puisse être la personne. Attention, hein, je dis pas que, il y a des personnes, inutiles dans la vie, mais tu sais, si tu le rencontres, il pourrait, c'est lui, en fait, qui pourrait te donner confiance et mettre en évidence ce pourquoi tu es doué et là où tu peux amener quelque chose au monde que personne d'autre ne saurait faire «mieux que toi» entre guillemets. Et donc c'est pour ça que moi en fait, tu vois, il a un côté comme ça assez, sale gosse, tu vois, auprès des autres dieux et cetera. Et pourtant, je pense que c'est celui qui est le plus tolérant avec les hommes et peut-être aussi celui qui est, le plus présent pour les aider. C'est vraiment comme ça que je le ressens, avec cette impératrice.
La roue de fortune, bah, la roue de fortune, est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? Alors oui, on n'a pas la carte du psychopompe ici, mais avec la roue de fortune, il est capable de jouer avec le destin plutôt que de le subir. Il a une grande capacité avec ces 2 cartes à s'adapter à son environnement, peu importe l'époque. Il a toujours un coup d'avance, d'un point de vue intellectuel, il va toujours donner le rythme des idées, des créations, d'une façon de communiquer, hein. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que on il était quand même le maître de la communication, mais aussi des outils de communication. Bah, c'est ici tout à fait ça. Il il est, le meilleur pour, innover dans les idées, innover par la communication, mais aussi, renverser parfois des situations, en étant proche des gens, hem, sans pour autant prendre trop de place. Très, très joli, hein. Alors ensuite, je voulais lui demander, bah, quel est son plus grand défaut, hein? Maintenant qu'on sait, quelle est sa plus grande qualité, quel est son plus grand défaut à Hermès? Quel est son plus grand défaut? Le 10 de denier. Quel est son plus grand défaut? Hop. Alors, le 10 de denier et Pillar of the North. Alors, je suis désolée, je me permets de prendre mon livret parce que Pilar, je ne sais plus en fait dans ce tarot, c'est un personnage de cour, mais je ne sais plus si les Pilars représentent les valets, les cavaliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les messengers sont les valets. Les vessels doivent être... Non, attends. Pilar. Donc, ça serait les reines. Oh, étonnant, je pensais pas que c'était les reines. Ah non. Rider, ça doit être les cavaliers. C'est les rois. Ok, c'est les rois, c'est juste que les cavaliers chez lui sont placés au-dessus des rois. Donc, 10 de denier et roi de denier. Mais ici, ça vient quand même jouer sur la moralité hein, d'Hermès, j'ai envie de te dire, parce que regarde en plus ce roi de denier là, comment est-ce qu'il pointe du doigt les 10 deniers. Je dirais que son plus grand défaut, c'est peut-être d'avoir trop bien compris comment fonctionnait le monde à travers la matérialité, l'argent, euh, les stratégies, des choses comme ça. Parce que le roi de denier, dans son aspect négatif, c'est plutôt celui qui a besoin de se faire une sorte de profit, tout en oubliant son sens moral. C'est celui qui a envie d'atteindre une stabilité matérielle telle qu'on en oublie peut-être un petit peu trop l'aspect humain. C'est comme si on s'attachait toute une vie à construire un château fort semblable à celui-là, solide, grand, imposant, sécure, etc., sans pouvoir y mettre personne dedans en fait. Donc je dirais qu'il est peut-être beaucoup plus animé par la valeur des choses que par le partage des choses. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il accorderait pas la valeur des hommes à ce qu'ils sont capables d'amener? Et à juger, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de grandes ambitions,
quelqu'un qui reste sur ses acquis. Tu vois? C'est comme si c'était lui là et qui te disait: «Allez hop, au boulot là, fais quelque chose d'utile dans ta vie». Parce que moi, les personnes qui n'ont pas forcément de but ou d'objectif et qui restent en bas de l'échelle, ben, j'ai tendance à pas trop les valoriser. Donc attention, tu vois? Contrairement à tout à l'heure où je te disais que sa grande qualité, c'est de déceler en nous un potentiel, peut-être que du coup, il a du mal à accepter, les hommes, avec un grand H, hein, qui n'utilisent pas leur plein potentiel pour être utiles à la société ou de se construire une vie, voilà, bien établie. Et peut-être qu'il a tendance comme ça à être sévère et et à oublier un petit peu, bah, ce côté humain qu'il peut avoir. Hem, Tu vois, par exemple, si je prends l'exemple du roi de denier, en tant que père de famille, parce que, bah, les dieux, quelque part, pour moi, sont nos «pères et mères» entre guillemets, hem, il met toujours de grandes attentes en son enfant et il aura tendance à être déçu si cet enfant n'atteint pas les attentes qu'il s'est fixées. Et c'est ce que je ressens ici, en lui, c'est qu'il fixe des attentes, matérielles, professionnelles peut-être et que, quand l'homme a du mal à atteindre ça, il a tendance à être déçu et à se tourner peut-être, vers d'autres hommes à convoiter, j'ai envie de te dire. Et il peut avoir ce regard-là aussi sévère envers lui-même, hein, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je ressens pour, son plus grand, défaut. Alors maintenant, je regarde un petit peu parce que j'avais fait une liste de questions. Alors la question suivante, quelle est-elle? Désolée, je prends le temps. Je me souvenais de qualités et défauts, mais je me souviens plus des autres. Alors, ah oui, voilà, c'est ça. Je voulais le questionner sur sa manière d'influencer les hommes. Mmh. Question importante. De quelle manière est-ce qu'il influence les hommes? De quelle manière est-ce qu'il influence les hommes? Et voilà, et voilà. De quelle manière influence-t-il les hommes? Ah! Voilà, voilà, voilà. Eh bien, j'ai envie de te dire qu'on a un petit côté défaut ici qui ressort. Alors après, faut pas forcément l'interpréter comme quelque chose de négatif parce que c'est pas parce que cette carte est un défaut chez lui, hem, que ça va mal nous influencer, j'ai envie de te dire. Mais ici, avec le 10 de denier et la carte du psychopompe justement, Hermès, c'est quand même incroyable. Il nous montre comment il nous influence. Je dirais que c'est, qu'il nous influence justement hem, dans nos objectifs de vie. Le 10 de denier, hein, on l'oublie pas, c'est une carte qui ne parle pas que de matérialité, mais de laisser une trace de notre passage sur terre. Et le psychopompe ici, hein, c'est celui qui navigue entre les mondes et qui accompagne, heu, les hommes jusqu'aux enfers une fois que leur vie terrestre est terminée. Donc, il y a quand même ici cet aspect de j'influence les hommes dans la manière de réaliser leur vie pour qu'ils aient une sorte de fierté de ce qu'ils ont accompli. Il y a une idée ici de vivre sa vie à fond en y laissant une trace
pour sa descendance, mais aussi, pour, notre propre fierté, de se dire: «Regarde tout ce que j'ai accompli dans ma vie» et surtout, en fait, de ne pas avoir de regrets. C'est surtout ça ici qu'il vient nous dire. Donc il est quand même très fort parce que c'est celui qui montre la voie aux hommes et notamment qui ouvre des voies invisibles, en fait. C'est celui qui tente de faire comprendre aux hommes un un système qui est beaucoup moins visible que ce que l'homme peut percevoir. Donc il est en fait, au-delà du matériel, il est quand même très spirituel ici, hein, ce psychopompe, même si c'est un magicien. Il nous montre peut-être enfin il influence peut-être aussi en en montrant comment on peut contourner un système qui est déjà bien établi, qui est déjà bien rodé et cetera. Comment se démarquer dans un système, comment façonner un système à notre avantage. Quand je dis un système, je parle de la vie, de la société et cetera, hein. Donc c'est quand même vachement intéressant. Hem, il nous aide aussi à comprendre peut-être les lois de l'invisible, à comprendre les signes, les cycles, tu vois? Toutes des manières comme ça de flexibilité de l'esprit et cetera. Je sais pas trop si je me fais comprendre, mais c'est comme ça que je le vois. Maintenant, je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir un petit peu, quelle part de lui est-ce que les hommes, comprennent le moins? Je vais aller lui demander ça. Quelle part de lui les hommes comprennent le moins? Mmh. Quelle part de lui les hommes comprennent le moins? Mmh. Justement l'empereur ici, qui est Chronos, je crois. Attends, je regarde pour être sûre que je te dise pas de bêtises, mais je crois que c'est Chronos, non? Je crois oui, c'est ça, c'est le titan Chronos, donc c'est le père de Zeus, qui est un titan. Alors, le cavalier d'épée, du coup, est Chronos, l'empereur. Mmh. On a du mal à comprendre comment autant d'intelligence peut paraître aussi, pas désordonné, mais, immoral. Parce que tu vois, l'empereur, c'est celui qui est un peu droit dans ses bottes et cetera. Et le cavalier d'épée, lui, c'est un petit peu le rebelle du tarot finalement. Et en fait, le côté qu'on a du mal à appréhender sur, Hermès, c'est justement ce côté rébellion qui, selon lui sert à se manifester dans la matière. Et justement, ça fait quand même écho à ce qu'on voyait tout à l'heure sur la carte de la roue de fortune et de l'impératrice. Le cavalier d'épée, c'est celui qui comprend tout, sans forcément en faire trop dans son aspect, positif. Donc ce que les hommes ont du mal à comprendre de lui, c'est qu'ils le voient sous son aspect enfantin, joueur, peu sérieux et cetera, alors qu'en fait, il a tout compris de ce monde. En fait, c'est un grand stratège qui sait utiliser, heu, son intelligence à bon escient et c'est surtout un peu comme un
au-delà d'un voleur, d'un messager, de quelqu'un qui voyage entre les mondes, ce voyage entre les mondes permet d'avoir une vision globale des différents mondes qui lui donne un côté très stratège. Il sait déjouer les failles là où il les voit. Il a toujours un coup d'avance avec le cavalier d'épée, c'est surtout ça, il a toujours un coup d'avance pour agir là où c'est nécessaire, au moment où c'est nécessaire, même si ça peut être mal perçu tout simplement parce que il ose en fait faire ce que les autres n'osent pas. Et donc du coup, il y a peut-être un côté comme ça, jalousie, qui émane des autres et qui disent: «Oui, mais regarde, c'est immoral et ceci et cela». Mais en fait, il ose et tout ce qu'il entreprend lui réussit. On sous-estime sa capacité à gouverner. Cronos, c'est celui qui a gouverné après Ouranos, gouverné le monde après Ouranos et juste avant Zeus, hein. Donc on voit bien aussi, tu vois, le cavalier, c'est toujours, chez moi, des personnages, chevaleresques qui servent une autorité et ici, c'est ce qu'on voit et en fait, c'est ce qu'on sous-estime de lui, c'est que cet empereur, il est représenté par Zeus. On fait comme si enfin, tu vois? Je sais, hein, que c'est Cronos, mais on va dire qu'il est représenté par Zeus, cet empereur qui gouverne le monde, mais derrière, regardez la position de ce personnage, derrière les agissements de Zeus, c'est bien la stratégie, l'intelligence et les idées d'Hermès qui sont derrière ces agissements. Donc c'est comme s'il gouvernait le monde en sous-marin. Et quand je te dis gouverner le monde, c'est parce que, on l'a vu, Zeus se sert de lui pour agir, hem, mais c'est bien lui qui arrive peut-être même à influencer Zeus sur ses agissements et à un petit peu faire à sa sauce ce qu'il voudrait, qu'il fasse, hein. C'est, derrière Zeus, ce sont mes idées, ce sont mes stratégies, ce sont mes plans. Heu, Zeus, il reste assis peinard sur son, trône, pendant que moi, je voyage comme ça entre les mondes, que je découvre le monde et que, j'influence mon autorité en lui faisant croire que c'est lui. Donc c'est quand même hyper puissant, hein, franchement, c'est vachement cool. J'adore cette réponse. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? J'aimerais lui demander justement comment est-ce qu'il peut, guider quelqu'un qui semblerait perdu? Quelqu'un qui sait plus trop où aller. Comment est-ce qu'il pourrait le guider? Super intéressant ce genre de questions, franchement, j'adore, je prends mon pied, donc j'espère que toi aussi. Hop. Et en plus, ces jeux se répondent super bien. Bon, bah, comment peux-tu guider le chariot? D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Pour des jeux que je connais pas encore hyper bien, je trouve que ils sont peut-être plus faciles d'accès qu'ils en ont l'air. Hop. Ok. Force of the South. Est-ce que c'est la carte de la force? Bon, je suis désolée, hein, comme je le connais pas hyper bien, pardon, ce tarot. Non, Strength.
Alors, ça doit être une reine de bâton, je pense. En fait, le problème, c'est qu'ils ont renommé les personnages de cour. Et du coup, c'est ça. Force of the South, c'est la reine de bâton. En fait, ils ont même pas mis les mêmes intitulés pour... Attends. Non, je dis n'importe quoi. Si, c'est la reine de bâton. En fait, c'est les valets, ils sont pas tous... En fait, tous les cavaliers s'appellent Rider, tous les rois s'appellent Pilar, mais par contre, les reines, elles ont des... Ouais, les reines, elles ont des appellations différentes, regarde. Radiance, Force, Pride, Glory. Ok, donc là, on est sur une reine de bâton avec un chariot. Alors, instinctivement, comme ça, ce que ça me dit, ces deux cartes, c'est quand tu te sens perdu, il te dit tout simplement, laisse-toi guider par tes instincts, par tes entrailles, par ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Laisse-toi guider par ce qui t'anime dans le ventre. Tu sais, quand tu ressens des papillons dans le ventre, laisse-toi porter par ta créativité, par engage-toi sur des terrains où tu as confiance en toi, où tu te sens à l'aise, où tu te sens puissant, puissante. Concentre-toi aussi sur une chose à la fois. Balaye tes ennemis là. Ouais, c'est je sais même pas si j'ai d'autres choses à ajouter parce que ça me paraît tellement limpide. Quand tu te sens un peu perdu, Hermès, il est là pour, ranimer une certaine flamme, pour te donner une direction, hem, feu quoi, passionnelle. Heu, Est-ce qu'on peut compléter? Mais je sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter en fait. 6 de denier. C'est quand même une belle carte qui vient nous parler de soutien ici, hein. Et j'y vois là comme un processus, hein. Qu'est-ce qu'il fait quand une personne est perdue? Bah, il montre la voie, il donne du mouvement à la personne, il lui rappelle, ce qui la fait vibrer, ce qui la rend heureuse. Il lui donne du charisme pour qu'elle reprenne confiance et hem et surtout, bah, il donne aussi de son temps, de ses ressources. Il influe, des idées. Il ouais, enfin, tu vois, ces 2 personnages, pardon, qui sont orientés et qui regardent ce 6 de denier, c'est vraiment il va pas te donner des réponses comme ça facilement, mais il te montre la voie pour que toi-même tu retrouves ce feu intérieur et cette envie, d'aller de l'avant. Il te rappelle peut-être ce qui vient te passionner ou il met sur ton chemin des choses qui peuvent venir te passionner. Hem, mais ouais, là, le 6 de denier, j'y vois comme un soutien, comme, il vient te donner cette chose palpable que tu peux construire pour de nouveau retrouver ton feu intérieur. C'est très, très beau ces messages, franchement, c'est waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Hem, je regarde, j'avais noté je vais pas toutes les faire parce que j'en avais vraiment noté beaucoup. Hem, ah oui, j'en ai une là qui est intéressante quand même et que j'aimerais bien lui poser. C'est, quel passage, selon toi, est le plus difficile dans une vie humaine? Quel passage, selon toi, est le plus difficile dans une vie humaine?
Quel est selon toi le passage le plus difficile dans une vie humaine? Le 7 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Quel est selon toi le passage le plus difficile dans une vie humaine? Et le 8 de bâton. Alors j'y vois le fait d'être coincé. Quand on n'arrive plus à insuffler du mouvement, quand la créativité est bloquée, de sorte que qu'on n'arrive plus à forcément être nous-mêmes et qu'on montre une facette de nous-mêmes, de nous qui n'est pas la réalité en fait. Ouais, c'est totalement ça, hein. C'est l'incapacité à agir en étant nous-mêmes, agir en jouant un rôle. Parce que là, en gros, le 7 d'épée, qu'est-ce que c'est dans le tarot? C'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est le vol. Ici, on parle bien de passage humain. Donc ce 7 d'épée, ça va être nous. Donc il vient nous révéler ici Hermès, et c'est très, comment dire? C'est très factuel en fait. Il vient nous dire que le passage le plus difficile chez l'homme, c'est, quand on se raconte des histoires là, à nous-mêmes, qui nous empêchent d'agir. Et en fait, le passage du coup le plus difficile, c'est quand l'homme s'avoue enfin à lui-même qu'il se raconte des histoires, par peur d'agir. Quand il fuit une réalité, hem, c'est, l'incapacité de ne de se regarder en face, peut-être parce qu'on a des regrets, par rapport au passé, peut-être parce qu'on n'est plus aligné avec une personne, enfin avec la personne qu'on est ou qu'on nous demande d'être. Et le passage difficile, c'est quand on s'avoue une certaine vérité qu'on se refusait de croire ou de voir. Et en fait, ce moment-là va nous obliger à agir, avec le 8 de bâton. Mais c'est difficile parce qu'on a longtemps été enfermé comme ça dans cette, virtualité ou dans ce mensonge. Et du coup, se remettre en mouvement après ça, bah, on sait pas trop où aller, on sait pas trop, comment s'en dépêtrer de cette situation, et ça va demander un exercice mental pour se refléter dans l'énergie physique. Ça va être de retrouver une voie après ça, après ce passage-là. Donc c'est quand même, fou! C'est pas évident, mais c'est super intéressant. Donc le passage le plus difficile chez l'homme, pardon, c'est quand il s'avoue, quand il arrête de se mentir et qu'il est forcé d'agir. Ça va être de retrouver une voie dans laquelle s'engager après s'être enfin avoué cette vérité-là. Eh bien, c'est pas de tout repos tout ça. C'est négocier avec soi-même aussi, hein. En fait, finalement, la plus grande difficulté de l'homme, c'est de négocier avec soi-même à travers ses ombres, ses difficultés. Ouais, ouais, très intéressant. Donc voilà, j'espère que
que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as envie comme ça d'explorer d'autres divinités. Alors moi, je vais plutôt me concentrer sur les divinités grecques, hein, parce que c'est celles que je connais le mieux. Mais n'hésite pas. Hein. Il y a lui là aussi là qui me fait appel, hein, Dionysos aussi. Dionysos là, rien que je dis son nom, il me donne des petits frissons. Il y a lui aussi qui m'appelle en ce moment pas mal. Donc je sais pas. Je sais pas si ça sera lui, si ça sera Athéna. Aphrodite aussi. Aphrodite, j'ai envie de rétablir un petit peu la vérité sur elle parce que bon, je vais pas t'en dire plus maintenant, mais elle est, elle est connue, elle est connue sous un aspect qui est pas forcément, enfin, qui selon moi ne reflète pas forcément la réalité. Mais bon, voilà, j'en dirai pas plus. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort. Bisous bisous, ciao ciao.